L'ombre par Hector Malot. Lu par Christiane Johannes. Voici comment j'appris que j'étais trompé. Vous savez, mon ami, dans quelles circonstances je quittai Paris. Fatigué, écœuré, las de tout et de tous, des choses, des hommes, des femmes, surtout des femmes. 20 années de vie parisienne à outrance, sans une heure de repos ou de détente, m'avaient surmené. J'étais à bout, vanné, comme on dit dans la langue du sport. L'excès même n'avait plus d'effet sur moi. Combien de fois, pendant les derniers temps de cette existence, suis-je venu m'asseoir à une table du café anglais ou du café riche, et, après avoir longuement consulté la carte du jour, en écoutant agacé les savantes provocations du maître d'hôtel, sans pouvoir me décider pour rien, me suis-je levé de table sans dîner pour m'en aller dans un faubourg ou dans un village des environs manger la soupe des maçons. Combien de fois, à une première représentation, après avoir sondé la salle avec ma lorgnette, suis-je parti, exaspéré de ne voir toujours que les mêmes visages. À cela joignez un malaise général que les médecins traitaient savamment, je veux le croire, mais différemment. Mangez de la viande crue et buvez de l'alcool, conseillait celui-ci. Usez de laitage, conseillait celui-là. Un 20e, plus original que les autres, me dit « Vivez de la vie naturelle ». À la fin, je me décidai à suivre ce conseil. Pourquoi pas? Ce serait un changement. Ma fortune n'était pas en moins mauvais état que ma santé. Cependant, il me restait ma terre patrimoniale, le mas d'Andol, qui, avec les forêts et les fermes, vaut 100 000 francs de rente. Ce fut au mas d'Andol que je me retirai. Je n'y étais pas revenu depuis la mort de mon père, c'est-à-dire depuis 22 ans. Aussi le château présentait-il un peu l'aspect de celui de la Belle au bois dormant après les 100 ans de sommeil de la princesse. Mais les broussailles, les toits moussus, l'odeur de renfermé n'étaient pas pour me décourager. D'ailleurs, ce ne furent ni ces broussailles, ni ces mousses des toits que j'aperçus en arrivant devant cette maison où s'était écoulée mon enfance. Ce fut cette enfance elle-même, ce furent les beaux cheveux blonds de ma mère et la tête noble et sereine de mon père. De même, en entrant dans les appartements, ce ne fut pas l'odeur de renfermé qui me saisit, ce fut les fenêtres ouvertes, l'air salin de la Méditerranée chantant à travers la forêt la chanson des pins qui m'avait si souvent bercé. Après 6 mois de séjour au mas d'Andol, de courses en forêt, de vie naturelle, j'étais raffermi et je ne m'inquiétais plus du menu de mes repas, certains à l'avance de déjeuner et de dîner de bon appétit, quoi qu'on me servît. Mais c'est quand on est malade qu'on peut mettre le bonheur dans la santé. Lorsqu'on se porte bien, il faut, pour être heureux, autre chose qu'un bon appétit et qu'un bon sommeil. Si le mas d'Andol m'avait rendu la santé, il ne m'avait point arraché à ma tristesse, à ma lassitude. Que faire? Me promener, chasser, manger, dormir, la belle vie? De famille, je n'en avais plus. Pour tout, quelques parents éloignés qui cherchaient trop ostensiblement à me bien marquer ces sentiments d'amitié démonstrative qu'on a pour celui dont on espère hériter un jour. Me marier, je n'en avais pas même l'idée, ayant fait du mariage avec les femmes des autres d'assez malheureuses expériences pour ne pas les continuer avec une femme qui porterait mon nom. Et puis d'ailleurs, mon cœur n'était-il pas mort, bien mort? Je ne voyais presque personne et ne quittais guère le mas d'Andol que pour aller à Aix ou à Marseille, mettre un peu d'ordre dans mes affaires, ce qui était mon unique occupation, ma seule distraction. Une après-midi à Aix, comme je me promenais sur le cours avec le baron, mais je ne veux pas prononcer son nom, il suffit que vous sachiez que nous avions été amis d'enfance. Je remarquai une jeune fille, assise avec sa mère, à l'ombre d'un arbre. Son air de douceur angélique me frappa encore plus que sa beauté, qui cependant était grande. À plusieurs reprises, notre promenade circulaire me fit passer devant elle, et chaque fois, je me sentis plus vivement touché par la douce expression de ses beaux yeux de gazelle. Je ne demandai pas à mon ancien camarade qui elle était, que m'importait. Mais, rentré chez moi, je pensai à elle. Dans mon sommeil, je la revis. Lorsque je fus rentré au mas d'Andol, elle occupa mes promenades solitaires. Elle s'imposa à mes rêveries. 6 jours après, je revins à Aix, et je manœuvrai avec toute la diplomatie dont j'étais capable pour savoir qui elle était. Fille d'un conseiller à la cour qui était mort depuis 3 ans, sans laisser la moindre fortune,
elle vivait avec sa mère d'une toute petite rente. Beauté, grâce, esprit, elle avait tout, excepté une dot. Donc elle ne s'était pas mariée, et il était probable qu'elle ne se marierait pas, car elle avait trop de dignité pour accepter un homme qui ne serait pas digne d'elle. « Il lui aurait fallu un mari comme vous, » me dit le baron. « Moi, un mari, à mon âge, dans ma situation, quelle folie !»« Pour moi, continua le baron, si j'avais votre fortune, il y a longtemps que je l'aurais demandé, sans m'inquiéter de mon âge, qui est cependant le même que le vôtre. Mais la médiocrité de ma position me condamne ou à épouser une femme riche, ou à ne pas me marier. » Et il continua à me démontrer avec chaleur et par toutes sortes de raisons que ce mariage, loin d'être un acte de folie pour moi, serait un acte de sagesse. Je le quittai en riant. Vous dire comment j'en arrivai en moins d'un mois à me répéter les raisons du baron nous entraînerait trop loin. Ce n'était plus folie d'aimer, ce n'était plus folie de se marier. Ce fut le baron que je chargeai de présenter ma demande. Accueillie favorablement par la mère, que ma fortune et mon nom décidèrent, elle fut repoussée par la jeune fille. Loin de calmer ma passion naissante, ce refus l'exaspéra. À toutes ces qualités, cette jeune fille en joignait une aussi rare que belle, la fierté. Pauvre, elle ne se laissait point entraîner par la fortune, elle voulait aimer son mari. Ne me connaissant point, elle ne pouvait pas m'aimer. Je me ferais aimer. Il me fallut 6 mois de fièvre, de crainte, d'espérance, mais aussi de bonheur. Marié, ce bonheur se continua, il s'épanouit, et il eût été sans nuage si je n'avais cru remarquer dans ma femme une sorte de mélancolie, une tristesse vague. Regrettait-elle son mariage? Trouvait-elle en moi un homme autre que celui qu'elle avait rêvé? Je ne pouvais m'arrêter d'autant moins à ces questions qu'elle me témoignait une très vive tendresse, non expansive cependant, non ostensible, mais discrète, recueillie, profonde, et telle qu'il eût fallu n'avoir pas d'yeux pour ne pas la voir, pas de cœur pour ne pas la sentir. Et cependant, ce point d'interrogation qui se dressait devant moi et autour duquel je tournais et retournais inutilement me causait d'autant plus de tourments que sans lui j'aurais été l'homme le plus heureux du monde. Cet amour m'avait rendu la vie, mieux que la vie, la jeunesse, et avec elle la foi, l'enthousiasme. J'avais 20 ans et je savais les avoir. Je n'eusse pas aimé ma femme passionnément pour elle-même que, pour ce miracle de résurrection qu'elle avait accompli, je l'aurais adorée, pénétrée de gratitude. Par le fait de mon mariage, tout avait été changé au mas d'Andole. Le vieux château avait été transformé, au calme avait succédé le mouvement, car j'avais voulu qu'autour de la maîtresse de la maison tout fût jeune et brillant comme elle. Nous recevions donc beaucoup. Naturellement, le baron était un de nos hôtes. Il venait souvent, et même quand nous étions seuls, il restait quelquefois plusieurs jours avec nous. Un jour, nous étions sortis tous les 3 en voiture, un break découvert, et je devais conduire moi-même. Ma femme assise à côté de moi, le baron installé derrière sur un des sièges de côté. Le but de notre promenade était d'aller chez mon notaire avec qui j'avais à décider une affaire pressante. En arrivant chez celui-ci, nous le trouvâmes sur sa porte, prêt à sortir, et chose étrange, chez un homme poli comme lui, il ne rentra pas pour me recevoir. « Désolé, dit-il, on m'appelle à Fontagneux pour un testament. Il paraît qu'il y a urgence. »« Eh bien, montez avec nous. Fontagneux est sur notre chemin, je vous y mènerai. Vous irez plus vite qu'à pied, et nous pourrons causer en route. Pour mon affaire aussi, il y a urgence. » Ma femme sauta légèrement sur le trottoir et monta à côté du baron. Il fallut donc que, malgré ses défenses polies, le notaire prit place à côté de moi, sur le siège de devant. Nous partîmes, et tout en causant de mon affaire, nous gagnâmes Fontagneux, où je déposai le notaire à la croisée d'un chemin qui conduisait chez son client. Ma femme voulut descendre pour revenir près de moi, mais je l'en empêchai, car à la fin de l'été on enfonce dans la poussière blanche de nos routes de Provence jusqu'à la cheville, et à l'endroit où nous étions arrêtés, cette poussière justement s'était accumulée en une couche épaisse. Elle insista, je ne cédai point. Ce n'est vraiment pas la peine, dans une demi-heure nous serons au château. Et je touchai les chevaux. De Fontagneux au mas d'Andole, le chemin court en lacet sur le flanc d'une colline escarpée et dénudée, dans laquelle on l'a taillée à vif. D'un côté, à gauche, une muraille nue,
de l'autre, à droite, des pentes abruptes, couvertes de roches éboulées, et au fond, à 100 ou 150 mètres, le lit d'un ravin. Après avoir monté pendant 1 kilomètre environ, nous devions redescendre une côte longue et rapide. C'était le moment pour moi d'être attentif, car mes chevaux étaient jeunes, ardents, attelés depuis peu de temps, et il était nécessaire de les bien tenir en main. Je cessai donc de m'entretenir avec le baron, vers qui, dans la montée, j'étais resté tourné, et je ne m'occupais plus que de mes chevaux. Pour que vous compreniez ce qui va suivre, je dois vous expliquer que nous avions sur notre droite le soleil qui s'abaissait, de sorte que, pour n'être pas aveuglés, ma femme et le baron étaient assis sur la même banquette, tournant le dos à sa lumière trop vive. Tout à coup, contre la paroi de la colline taillée à vif dans la roche blanchâtre, je vis 2 ombres noires, rapprochées l'une de l'autre comme dans un baiser. Ce fut un éblouissement, car la paroi s'interrompant brusquement par suite d'un mouvement de terrain, je ne vis plus rien. Mais presque aussitôt la paroi reprit, et je revis ces 2 ombres, aussi nettement dessinées qu'elles eussent été dans un miroir. L'une celle de ma femme, l'autre celle du baron, le baron penché vers ma femme, qui semblait se reculer, l'embrassait dans le cou. Était-ce possible? C'était une hallucination. Mais la réalité était là, visible, saisissante sur cette roche, me poursuivant. J'avais vu, je voyais. Elle! Sans même me retourner, je sanglai mes chevaux de coups de fouet furieux, et, les enlevant, je leur fis franchir le parapet. Quand je revins à moi, j'étais étendu sur la pente de la colline, arrêté dans une touffe de broussailles. Une voix faible, un appel retentit au-dessus de moi. Difficilement je me tournai de ce côté. Renée? C'était elle qui se retenait d'une main à l'anfractuosité d'une roche. Je me soulevai un peu. J'ai vu le baiser. Mon Dieu! Murmura-t-elle. Et, ayant desserré la main, elle passa près de moi, glissant sur la pente rapide. Le regard qu'elle me jeta avait une expression de tendresse suprême. Des ouvriers carriers, attirés par le bruit de cette chute effroyable, vinrent à mon secours. J'avais une jambe cassée et une épaule démise. Je ne pouvais faire un mouvement. Et je pouvais parler, interroger. Elle était morte, broyée dans le ravin. Lui était mort aussi. Les médecins me sauvèrent. 5 mois après cette journée, je pus accompagner les gens de loi qui procédaient à un inventaire indispensable puisque j'avais voulu me marier sous le régime de la communauté. Dans un meuble de la chambre de ma femme, on trouva une liasse de lettres que le notaire me remit. Elles étaient du baron. Mon premier mouvement fut de les jeter au feu. Cependant, je ne les brûlai point. La malheureuse avait été séduite par le baron qui, ne voulant pas d'elle, parce qu'elle était pauvre, me l'avait fait épouser, espérant la garder comme maîtresse. Elle n'avait point cédé malgré les menaces dont il l'avait poursuivie, et le baiser que j'avais vu, il l'avait pris. Elle ne l'avait pas donné. Ici se termine L'ombre par Hector Malot.